puisque cet après-midi va être très importante par rapport aux questions qui nous concernent tous directement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dans les écoles, comment on se soigne et comment on mange. Donc on aura d'abord Odile Maujon sur la question de l'éducation, qui est responsable à Solidarité et Progrès du pôle éducation, qui d'ailleurs est en train de préparer avec d'autres collègues un rapport, un dossier même, qu'on estime à combien de pages déjà ? Pour l'instant, il est modestement à 168 pages. Pour l'instant, modestement à 168 pages, donc il faudra s'accrocher. Ensuite, donc, on aura Agnès Farkas, donc, qui est notre responsable sur les questions de santé publique, qui interviendra sur cette question. Et enfin, on donnera quand même la parole à Jacques Cheminade, donc, sur les questions alimentaires et la crise alimentaire. Bonsoir à tous. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez cette citation de Victor Hugo, « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Et donc, Victor Hugo avait absolument raison. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ce qu'il disait alors est valable aujourd'hui ? Fondamentalement, je pense que ce qu'il disait reste entièrement valable, mais à condition qu'on repense ce qui est aujourd'hui et la substance même de l'école. Et en fait, donc, Sébastien vous a évoqué déjà le dossier que nous sommes en train de préparer. Alors ça, c'est le fruit d'un travail de l'équipe éducation. Il y a Christophe Lavergne qui est dans ce groupe qui nous a rejoints. Il y a aussi Maëlle Mercier, je ne sais pas si elle est là, Élodie Perrault, je ne sais pas si elle est là, mais il y a aussi Alexandre Berléa et Nadia Kemiri qui ont contribué sur différents aspects de ce dossier. Donc ça va être un dossier où on ne s'attache pas sur toutes les questions, parce qu'il y a plein de choses qui paraissent dans la presse. La question de l'école, c'est une question qui est vue de manière absolument correcte par les gens comme étant absolument essentielle, qui est au cœur de la société. Et ils ont tout à fait raison. Donc je dirais que l'arbre cache un peu la forêt d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on voit toutes sortes de choses, on a des rapports sur tout ce qui se passe dans l'école, mais on ne voit pas qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là où on en est à l'école. Et donc nous, notre travail, il est parti du constat qu'on assiste à une véritable bérésina du système scolaire. Et j'irai même un petit peu plus loin pour ma part, c'est que si on regarde de près ce qui est en jeu, on peut conclure, si on veut appeler un chat, que quelque part, il y a un crime contre l'esprit des enfants. Alors ça peut paraître excessif quand on le dit comme ça, mais je repense à la lettre d'un professeur de technologie, qui a été citée d'ailleurs par Christophe, qui l'a laissé avant de se suicider, et dans lesquels il explique son désespoir qu'on l'empêche d'accomplir la mission à laquelle il a dédié sa vie. Et il faut savoir que les suicides de professeurs ou d'instituteurs, il y en a, je ne connais pas les statistiques à dire vrai, mais je pense qu'il y en a moins, par exemple, que les suicides d'agriculteurs, mais il y en a. Et fondamentalement, c'est pour la même raison. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se dédient, qui ont une passion pour le bien commun, pour le bien de la société. Et en fait, on les empêche de le faire, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est profondément... qui est horrible en réalité et qui mène au suicide de ces personnes. Alors, les points forts de ce que nous avons vu, Jacques a évoqué ce matin, juste voilà, pour recadrer deux, trois petits exemples, la question des salaires qui sont particulièrement lamentables, l'état des sanitaires qui est un mépris total pour les enfants. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est assez connu, les directives qui sont données, notamment pour le passage du bac, sont des directives tout ce qu'il y a de plus officielles en réalité, pour baisser les notes, de telle sorte qu'on est sûr que les jeunes gens, les adolescents qui passent leur bac, qu'ils aient tous leur bac, qu'il y ait 80% de réussite au bac, ou encore, ça c'est Maëlle qui racontait cette anecdote,
c'est que en corrigeant, en essayant d'aider un élève sur un devoir, en termes d'orthographe, elle lui faisait remarquer qu'il avait oublié partout de mettre les accents, ce à quoi l'élève a répliqué, bah oui, mais enfin moi à l'école, ce que dit la maîtresse, hein, c'est qu'on met pas les accents, ça compte pas les accents, ok? Donc évidemment, quand on en arrive là, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner qu'après on ait des enfants qui ne sachent pas écrire, qui ne sachent pas parler, qui ne sachent pas bien s'exprimer plus exactement, et qui ne sachent pas lire. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller aux causes. Et l'éducation, je vais parler un petit peu indifféremment, hein, vous m'excuserez, de l'école, de l'éducation, mais je désigne la même chose. Quand je parle de l'école, c'est aussi bien depuis la maternelle, à la limite même jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est vraiment, je dirais, toute cette idée de transmission, du développement de l'esprit des gens, de leur caractère, de telle sorte qu'ils puissent être des citoyens qui soient libres de penser, qui aient la liberté d'agir dans le monde et qui aient la potentialité, un réel potentiel de le faire. Parce que c'est ça, si vous voulez, l'école, c'est libérer les esprits, comme le disait Victor Hugo. Mais si vous voulez, la même chose peut être renversée. C'est-à-dire que si l'école peut libérer les esprits, on voit bien que aussi on peut avoir la tentation de se dire exactement à l'inverse. On instrumentalise l'école et on en fait un puissant facteur de changement. Alors je prends cette terminologie, pourquoi ? Parce que c'est dans un article qui m'avait beaucoup frappé pendant la campagne présidentielle. Il y avait un groupe qui demandait à ce que l'écologie soit placée comme discipline principale. Pourquoi ? Parce que l'école est un puissant facteur de changement. Et en réalité, eh bien, si on regarde, si rétrospectivement, on essaye d'aller voir comment les choses se sont nouées, on tombe, je dirais, inéluctablement sur un certain nombre d'éléments. Alors déjà, ce qui est clair, c'est que les choses ont commencé, là on voit l'aboutissement d'un processus qui a pris quand même pas mal de temps en réalité. Là on est à la fin d'un parcours, mais ce parcours il a commencé, on peut dire qu'il a commencé notamment dans l'après-guerre et même peut-être dans la guerre, pendant la guerre elle-même. Et pour ma part, comme je me suis la partie sur laquelle j'ai travaillé dans ce dossier, c'est la question de l'éducation au développement durable. Ce que j'ai vu rapidement, c'est le rôle des institutions internationales. Alors, principalement, je me suis penchée sur le cas de l'ONU, de l'UNESCO et de l'OCDE. L'OCDE ayant un rôle extrêmement important, comme étant, on pourra dire, là où la fabrique des idées se fait. Alors, par exemple, dans le cas de l'ONU, c'est un cas un petit peu plus compliqué parce qu'en même temps, c'est une organisation internationale qui a vraiment un rôle important dans le règlement des conflits. On le voit bien en ce moment avec toute la question de la guerre en Ukraine. Donc, si vous voulez, les choses ne sont pas si simples que ça. Mais il se trouve que vous avez des organisations internationales qui sont aussi on pourra dire des plateformes dans lesquelles vous avez différents réseaux qui se rencontrent et vous n'avez pas quelque chose d'homogène. D'où ce que je vois se profiler, c'est que vous avez certains réseaux qui font passer certaines politiques, et ces politiques sont appliquées. En tout cas, dans le cadre de l'ONU, par exemple, vous avez sans doute entendu parler des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est quelque chose, c'est l'agenda 2030, c'est quelque chose qui est en place dans tous les pays, c'est pas compliqué. Et vous avez, en ce qui concerne l'éducation, un de ces objectifs de développement durable, qui est l'éducation au développement durable, et qui est la colonne vertébrale aujourd'hui de l'enseignement en France. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant parce que ce sera dans le dossier où ce sera développé par beaucoup plus en détail. Et je sais que pour beaucoup de gens, ça peut paraître bizarre parce que on va se dire oui, mais le développement durable, on nous parle de transition énergétique, etc., etc. Ouais, mais après tout, pourquoi pas ? C'est peut-être bien. Enfin, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Mais en réalité, quand on voit comment les choses
s'articule, on commence à avoir une image qui est totalement différente. Parce qu'il y a de facto une instrumentalisation de l'éducation pour formater, et je pense que le mot n'est pas trop fort, la population. Et vous avez une population qui devient, de ce point de vue-là, une force de travail qui est préformée en quelque sorte et qui va être aisément adaptable aux réalités du marché et aux thèmes que les marchés aussi veulent développer. Par exemple, je parle de la question du développement durable. Bon, tous ceux qui lisent nos publications, qui ont lu notre dossier, par exemple, sur la finance verte, vous avez vu que notre analyse de ce qui se passe, c'est que la finance verte, à l'heure actuelle, toute cette question de l'écologie, c'est la roue de secours d'un système financier qui est à bout de souffle, qui est en train de s'effondrer, ce dont Jacques a parlé amplement ce matin. Donc vous avez ça, et vous avez le fait aussi que les gens, au travers de ce processus, enfin ce qui va sortir de cet enseignement, ça va être des gens qui vont accepter avec le sourire des choix qui en réalité sont totalement opposés à leurs propres intérêts. Mais ça, c'est absolument très, très frappant. Alors, ce qui m'est apparu aussi, là, dans le travail que j'ai fait personnellement, c'est l'utilisation du langage. Parce que vous avez un langage qui est dans les textes officiels en particulier, alors ça glisse, vous ne faites pas attention, et grosso modo, vous ne pouvez que... vous êtes plutôt d'accord, quoi. Enfin, la façon dont les choses sont écrites, ça tend à faire en sorte que vous allez être d'accord, parce que c'est des idées qui sont tellement généreuses, larges, belles, que vous dites « OK ». Et puis, quand vous commencez à creuser, vous vous rendez compte que pratiquement presque à chaque mot, presque à chaque phrase, les choses ont besoin d'être définies. De quoi est-ce qu'on parle au juste? Qu'est-ce qu'on entend par ceci ou par cela, par, je sais pas moi, le progrès? Qu'est-ce qu'on entend par la liberté? Qu'est-ce qu'on entend Voilà, enfin, vous avez des phrases toutes faites qui reviennent sans arrêt. Et quand vous creusez, vous vous rendez compte que vous avez des choses assez surprenantes. Et en l'occurrence, si on voit l'histoire récente de l'éducation, on voit qu'elle s'est retrouvée à l'intersection de problématiques qui, en réalité, quelque part, sont totalement étrangères à l'éducation. Et ça a été au sein d'un processus de métamorphose complète de notre société, qui n'ont pas directement à voir avec l'éducation, mais qui forment un tout en ce sens-là. Alors que l'éducation, il faut voir que pendant très longtemps, elle a été à l'écart des grands enjeux économiques et politiques, un petit peu... elle n'a pas été instrumentalisée, je devrais dire. Les choses ne sont pas si simples que ça, mais grosso modo, on a toujours reconnu à la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est à part, qui n'entre pas dans les conflits. La connaissance se distingue parce qu'elle est liée à la recherche de la vérité, déjà, tout simplement. Donc, ça n'entre pas dans des... dans toutes les aléas de tout ce qui sont les choix directement politiques et économiques. En tout cas, là, ce qui est clair, c'est que, comme je vous le disais, on a eu, avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute la nécessité de la reconstruction. Et cette reconstruction, qui a été la reconstruction économique, en réalité, elle s'est faite en parallèle aussi avec déjà ce qui se dessinait à l'époque, c'était la restructuration en profondeur de l'école. Donc, je vous ai parler des organisations internationales, ONU, UNESCO, OCDE. Je souligne, par exemple, pour préciser mon propos, dans l'UNESCO, le premier président de l'UNESCO, ça a été Julian Huxley, qui était le frère d'Aldous Huxley, et qui est quelqu'un qui est virulemment, qui expose des idées vraiment extrêmement clairement malthusiennes, qui a une vision, on pourra dire, de l'évolution, d'un évolutionnisme à la Darwin, puisque c'est quelqu'un qui a été quand même très proche, de par sa famille, de la pensée de Darwin. Alors ça, c'est l'UNESCO. Si on voit l'OCDE, il y a eu un tournant
très fort dans l'OCDE, c'est notamment quand Alexander King a pris la direction de l'OCDE. Alors je rappelle, l'OCDE, c'est l'organisation au départ européenne de développement économique et qui s'est ouvert à d'autres pays. Et donc Alexander King était lui-même le fondateur du Club de Rome. Donc vous avez déjà une matrice où on voit certains thèmes très forts qui apparaissent. Après, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est au sein de l'école, alors pas nécessairement dans l'enseignement en tant que tel, mais dans la structure de l'école, on a l'application de procédures ou des systèmes de management qui sont contraires même à l'esprit de l'éducation et qui sont des systèmes, des procédures qui ont été introduites en réponse à certains vrais défis qui se posaient à l'école. Par exemple, c'est vrai que l'enseignement dans l'après-guerre, il y a eu le baby-boom et il y a eu la massification de l'enseignement et ça posait des problèmes. Ça posait des problèmes où ce qu'on avait jusqu'alors en termes d'enseignement, d'éducation, il y avait des difficultés, il y avait des vrais défis qui se posaient, sauf que ces défis, on les a bien vus, on les a identifiés en réalité, mais on apportait des réponses qui étaient totalement fausses. Et ce qui est très frappant, tout de suite, c'est qu'on s'est trouvé, dans les recherches que nous avons faites, confronté avec la question 1 de l'analyse des systèmes, c'est-à-dire tout ce qui est le management, c'est-à-dire comment l'école a été, en termes de sa structure, réformée par l'utilisation de l'analyse des systèmes. Donc, ce sont des techniques de management qui peuvent avoir une utilité dans un domaine extrêmement circonscrit, mais qui, quand on les applique, et encore, je dis ça par exemple, M. Larouche a virulemment attaqué l'analyse des systèmes, et pour de très bonnes raisons, parce qu'il montrait comment, quand ces systèmes-là sont extrapolés, c'est des choses qui mènent à des erreurs absolument monumentales. Et c'est exactement ce que nous avons à l'heure actuelle, y compris en termes de management à l'intérieur de l'école. Après, ces choses-là, elles ne sont pas neutres. C'est-à-dire que quand vous commencez à aborder, à mettre le doigt dans l'engrenage, petit à petit, ça déteint, y compris sur le contenu. Parce que, en fait, l'analyse des systèmes a amené à entraîner dans son sillage, ou plus, c'est peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs, la cybernétique a amené l'analyse des systèmes, en tout cas historiquement. Et tout ça, c'est le mariage entre la cybernétique, l'intelligence artificielle, avec les neurosciences. Alors, je mets ça un petit peu en vrac, on pourra éventuellement revenir dessus, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la connaissance elle-même a été en quelque sorte progressivement déconstruite et réduite à des composants logiques et algorithmiques. On a un exemple est donné dans le dossier avec l'enseignement de la grammaire, où la grammaire a été profondément revue et correspond en réalité à des chaînes logiques maintenant du même type que celles que vous trouvez dans des langages logiques informatiques en particulier. Après, autre point, vous avez toute la question de la psychologisation de l'école. Vous avez deux aspects. Aujourd'hui, il faut voir par exemple que nous sommes dans une éducation comportementale. Et ça, dans les textes de l'éducation nationale, c'est dit, c'est vraiment dit noir sur blanc. Par exemple, dans le Vademecum qui a été utilisé pour la rentrée de 2020, c'est clairement exprimé que c'est la question de... on attend des comportements, on va forger des comportements pour avoir un citoyen qui va être celui que l'on souhaite avoir. Alors avec toutes sortes de belles choses, hein, des gens qui... Enfin, je ne me souviens plus tous les qualificatifs, mais enfin, en tout cas, c'est très alléchant, sauf que c'est le comportement. Et le comportement, je pense qu'il est quand même important de revenir sur un point de base. Il y a un savant que tout le monde connaît dans le behaviorisme, le comportement, c'est Pavlov. C'est pas le seul, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, ça parle à tout le monde. Le comportement, c'est que vous avez un comportement A
vous avez le comportement B auquel vous voulez arriver, et entre les deux, vous avez la boîte noire qui est vous, qui est l'esprit humain, dans lequel on intervient par des stimuli divers pour faire en sorte que vous aboutissiez au comportement B. Donc, je réduis ça de manière extraordinairement schématique, certes, mais pour donner un petit peu le sens. Et ça vise à produire des personnes qui ont des qualités qu'on veut, pour s'intégrer dans le marché du travail, tout en ayant le minimum de compétences pour être opérationnel. Et juste un petit mot sur les compétences, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est que les compétences sont réductibles en réalité à des modules qui sont sanctionnés par des diplômes ou des certificats, et ça s'intègre parfaitement dans une économie de marché où on va acheter des formations. Vous avez plein de publicités pour acheter des formations, et vous avez intérêt à acheter des formations, parce que pour vous, vous allez être plus compétitif sur le marché du travail, et en plus, vous allez montrer que vous êtes quelqu'un qui prend en vie son destin, qui prend en main son destin, et qui ne veut pas devenir un assisté. Voyez. Donc, ça, c'est une autre composante qui est très importante. Donc, je vais laisser Christophe, parce qu'il y a une partie sur la question de la santé mentale qui est très importante, relativement aussi à l'école. Donc, je vais lui laisser dire quelques mots là-dessus, ainsi que sur la disparition de la communauté scolaire. Mais juste, pour terminer, on a une société à l'heure actuelle qui se défausse sur l'école de problèmes sociaux. Et pour autant, je renvoie à ce que disait Victor Hugo, une école qui fonctionne vraiment, c'est une école qui va justement permettre de faire en sorte qu'on ne va pas avoir des gens en prison. Il prenait cette image qui est une réalité. Et une école qui fonctionne vraiment, qui cherche vraiment à développer l'esprit, le caractère et les capacités créatrices des enfants qui lui sont confiés, elle donne les outils vraiment pour les rendre libres. Et là, étant libres, ils sont des citoyens heureux. Et si on veut parler, comme tout le monde le fait à l'heure actuelle, d'école de la République, elle est là. L'école de la République, elle est dans ce processus-là, elle n'est pas dans la mascarade qu'elle est devenue. Et juste pour terminer, à l'heure actuelle, s'il reste encore quelque chose qui fonctionne dans l'école, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est grâce au dévouement d'un certain nombre de professeurs qui sont vraiment, qui ont le feu sacré et qui essayent qui ont le soin vraiment des enfants qui leur sont confiés, mais pendant combien de temps? Ça, c'est point d'interrogation. Voilà, merci. Bien, bonjour à tous. Merci Odile. Donc, oui, je vais peut-être commencer par ce qui se passe, je dirais, en dehors des cours, ce qu'on appelle la vie scolaire, et les personnes qui sont responsables de la vie scolaire, qu'on appelle les CPE. Alors, plus les élèves ont des difficultés, par certains égards, plus ce qui se passe en dehors du cours est important. Parce que c'est là qu'arrive dans le bureau du ou de la CPE un élève qui a pété les plombs, ou un élève qui est en grande difficulté, des parents qui viennent pour une raison X. Et c'est là où se croise la vie quotidienne des élèves, qu'on ne connaît pas, nous, en tant que professeurs. Moi-même, je suis enseignant. Et la vie de la classe. Et donc, on a une situation aujourd'hui où il faut absolument pouvoir intervenir pour aider les enfants à s'extirper un peu de leurs problèmes individuels, familiaux, financiers, etc., pour pouvoir tout simplement écouter un cours. Et donc tous les efforts que pourra faire le professeur pour attirer l'attention de l'élève sont un peu voués à l'échec si un certain nombre de conditions pour avoir une paix de l'esprit ne sont pas réunies. Et que l'élève ait le sentiment que la classe, et c'est le cas parfois, peut être un refuge positif par rapport à une situation familiale difficile, par exemple. Pour ça que des fois, on a des élèves qui s'effondrent en classe, qui dorment. À la limite, il faut les laisser dormir, parce qu'ils ne dorment pas chez eux.
Donc, alors, la difficulté auquel se retrouvent confrontés les CPE, c'est justement le fait que de plus en plus, il est demandé à l'institution d'être un prestataire de service vis-à-vis des élèves. Et les élèves sont des clients. Et donc, vous avez toute une série de personnels qui vont être au service de l'élève pour sa réussite. L'élève au centre, la réussite de l'élève au centre. Et ça, c'est très pervers, puisque ça gomme la communauté éducative qui va porter l'élève. Supposons qu'on ait un élève violent, qui a des difficultés, etc. Il peut tout à fait être porté par ses camarades. Il peut s'en ouvrir à d'autres. Il peut participer à des activités extrascolaires qui lui plaisent, etc. Donc un environnement qui va être propice à sa stabilisation. Et aujourd'hui, la plupart des CPE, ou beaucoup, se plaignent justement qu'il n'y a plus cet esprit général d'emmener un groupe vers la réussite. Et ça voudra dire pour chacun quelque chose de différent. Et donc ça paraît très important. Donc voilà, juste, je vais vous dire par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est que les CPE, ils se voient attribuer une liste de choses à faire, une liste de compétences qui est hors sol, et qui les dépouille de leurs prérogatives, puisque la prérogative, c'est que c'est les personnes qui sont là tout le temps à l'école et qui peuvent emmener, à travers différentes activités prévues, à travers des visites, ou je sais pas, des cours de gym à l'intercours, etc. Donc, qu'est-ce que disent les référentiels maintenant? Si vous êtes CPE, vous êtes appelé à contribuer à la promotion de la santé et de la citoyenneté. Okay. Vous êtes appelé à contribuer au suivi de la vie de classe. Il faut faciliter le traitement et la transmission des informations. Ah la vache, faciliter le traitement et la transmission des informations. Il contribue au repérage des incivilités. Bon, après, il y a une liste comme ça. Mais ça ne fait pas un métier, ça. Ça ne fait pas un métier et on n'a pas à donner aux gens un catalogue de procédures à suivre. C'est leur responsabilité, bien sûr, de faire tout ça, mais ils vont le faire par eux-mêmes si on leur en laisse le loisir. Et de plus en plus, ce que les directions attendent, c'est de ne pas avoir de problème. Donc tout va bien, et plus on met la poussière sous la moquette. Si un élève ne va pas, on appelle sa famille, on l'emmène. Et donc il n'y a plus cet effort collectif. Et ça me paraît très important, parce que de plus en plus, les étudiants sont réduits à être, comme je dis, des points dans un système général où chaque étudiant ou chaque élève va être appelé à satisfaire ses besoins, ne pas être frustré, etc., et éviter la douleur, éviter la frustration. Donc c'est la vision totalement éclatée d'une école. Voilà. Donc première chose. Deuxième chose sur la santé mentale. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la santé mentale. Pardon, oui, je ne parle pas assez fort. La santé mentale, je vous donne la définition. Oui, d'accord. Je vais la retrouver. Alors, la santé mentale, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce terme. Donc, vous allez l'entendre de plus en plus fréquemment. L'idée est la suivante. C'est la santé mentale, pour ce que j'en ai compris, ça a été lancé par les gens de l'Institut Tavistock, en particulier celui qui a créé l'Institut Tavistock, qui s'appelle John Rawling Rees, pendant la guerre, sur la base, à partir de la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, sur le profil psychologique des populations, à commencer par les militaires. Et donc, la santé mentale, c'est être bien adapté à la société, c'est ça, c'est surtout ça. Ce qui a fait dire quelqu'un qui s'appelle Yiddu Krishnamurti, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, et j'approuve des deux mains ce qu'il dit, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Hein? Oui. Donc, la santé mentale, c'est quelque chose que vous allez avoir se développer beaucoup, parce que l'école est assignée à des tâches de conformité, pas de formation, de conformation, par rapport à une société qui est en dérive totale, dont les populations risquent de se révolter, et pour lequel, dès le plus jeune âge, il faut neutraliser la propension à penser par soi-même. Je vais brutalement, mais c'est exactement ce que dit John Rawling Rees. Donc,
voilà, je voulais juste vous dire ça. Et ça se traduit par ce que disait Odile, c'est-à-dire que l'école ne transmet plus de connaissances, et ça c'est officiel, hein, elle transmet des compétences. Et on apprend des choses que si ça peut servir concrètement à une tâche donnée. Donc la connaissance disparaît, et l'échange entre étudiants, entre élèves disparaît. Chacun va poursuivre sa réussite individuelle et va acquérir les compétences qu'il faut au bon moment pour être employable sur le marché du travail. C'est son affaire, on va lui donner tous les outils pour le faire. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il a un problème. Voilà. Parce qu'il suffisait de traverser la rue. Bien, je vais arrêter là. Merci beaucoup, Christophe. Donc si on se dépêche, on aura peut-être le temps de revenir avec les questions-réponses sur 2-3 sujets. On donne la parole donc à Agnès Farkas sur la question de la santé publique. Bonjour. Alors je vais aborder cela sous quelque chose qui va être un peu inattendu. Qu'est-ce que c'est qu'une résistance citoyenne? Et une résistance citoyenne, eh bien, ce n'est pas forcément la personne qui descend dans la rue en criant « liberté, liberté ». Ce sont des personnes qui sont sur le terrain et qui vont changer l'histoire sur leur propre terrain. Parfois, c'est assez inattendu parce que ça peut être une personne, je dirais, qui est très liée au social, mais ça peut être aussi des personnes qui sont dans l'administration, et l'on s'attend avec la mode actuelle que ce soit souvent des gestionnaires financiers. Et parfois, des gestionnaires financiers vont devenir très humains. Alors, bon, je vais parler de 2 cas. Avant de venir à ça, mais on va le garder, c'est d'un côté un hôpital général qui est le plus gros hôpital de France, qui est celui de Valenciennes, et de l'autre côté, quelque chose qui se nomme la case de santé de Toulouse. Et là, on parlera du terrain et du médico-social. C'est des choses que personne n'aborde vraiment, sinon en pleurnichant, en disant voilà, tout va mal et tout, etc. Alors je vais commencer par ce qui va mal quand même. Parce qu'en 2000, l'OMS avait placé la France en première place pour notre système de santé. Ah ben, c'est fini, là, quoi. Parce que nous sommes rétrogradés à la 20e place. Wow. Et on peut ajouter une chose, c'est que pour le salaire des infirmières, s'il y en a ici, elles doivent connaître, nous sommes à la 28e place. Donc la France, bientôt, sera tiers-mondisée. Bon, là, pour vous donner une idée aussi de comment se gère un hôpital, actuellement, dans l'assistance publique et l'hôpital public de Paris, vous avez 103 000 personnels administratifs qui grattent, et puis 99 000 médecins. Bon, voilà. Alors, l'hôpital fait place à quelque chose qui a fait s'effondrer. Hein. C'est un surcodage, parce qu'il fallait faire concurrence au privé, mais aussi il fallait faire du fric sur le dos de la sécurité sociale. Je peux expliquer par la suite si vous voulez. Mais surtout, ça n'est pas adapté aux pathologies complexes, diabète, enfin tout ce qui est maladie chronique, immunodépendante. Ça ne peut être adapté qu'à des termes techniques. Bon, l'endettement de l'hôpital, vous pouvez vous douter que les marchés financiers s'en sont bien occupés, les emprunts toxiques aussi, le groupe Dexia notamment. Et puis, il y a quelque chose que vous connaissez moins bien, c'est l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, qui a versé en 2012 32 millions d'euros à des cabinets privés, ça va vous parler, McKinsey, Capgemini, Boston Consulting Group, sur les 52 millions de budget qui étaient destinés aux structures hospitalières. Voilà, donc une bonne partie, c'est la consultation. On l'en connaît, tout le monde parle de M. Macron et de McKinsey. Ça date de Sarkozy, hein, les 3 derniers présidents ont tous eu les mêmes conseillers. Bon, alors voilà, ce que vous voyez là, c'est, je dirais, ce qui ne va pas. Je ne veux pas vous le détailler, vous pouvez le lire.
La petite chose quand même à retenir, c'est que tous les ans, en hiver, au moment de la période dite grippale, 10% des lits de réanimation sont fermés par manque de soignants, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'il y a un manque de soignants. Et chaque année, les réanimations débordent en hiver, avec les conséquences que vous pouvez deviner. Suivante. Voilà. Alors, ça, c'est le modèle social. On fait face à une épidémie de pauvreté. Voilà, 12 millions de Français sous le seuil de pauvreté. 18,46% de la population en 2022. Un Français sur 5 renonce à ses soins. On fait face à un hôpital entreprise. Ça, vous pouvez le lire vous-même. Médecins offreurs de soins, patients consommateurs. Et puis là, visiblement un infirmier mécontent qui demande où il est. Ça, c'est la dernière idée de M. Véran, au-dessus. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc moi, ce que je demande, et je suis assez en accord avec quelque chose qui se nomme le collectif Inter-Hôpitaux et le collectif Inter-Urgences, avec qui j'ai beaucoup manifesté dès 2019, c'est qu'on doit arrêter ces fermetures de lits, on doit ouvrir immédiatement des lits avec embauche, parce qu'un lit, c'est des embauches. C'est en général 6 à 10 personnes autour. Aussi, il faut valoriser les salaires, parce que je vais vous parler des salaires des infirmières, c'est inadmissible. Il faut aussi intégrer, et ça je vais y revenir, les associations des usagers et des soignants aux décisions des projets de soins. C'est important que ça devienne un débat démocratique. Pas n'importe comment, mais vraiment sur comment on fait mieux. Et ça, je vais le montrer aussi. Il faut aussi un changement dans les logiques de financement. Il faut ouvrir une enveloppe budgétaire pour les besoins réels de l'hôpital, le fameux ONDAM qui est un petit peu, tous les ans un petit peu plus petit. Et puis, il faut abandonner la tarification majoritaire à l'activité, remplacée par le juste soin au moindre coût. Ça, c'est fondamental. Ce qui veut dire qu'on ne retire pas une tarification. Tout est tarifié. Je sais pas moi, l'installation d'une prothèse, c'est tarifié. Par contre, tarifier des maladies chroniques, ça c'est de la folie. Un diabétique qui souffre des veines, de maladies cardiaques, du rein, enfin de tout ce que l'on veut, des problèmes d'yeux, c'est une manière de piller la sécurité sociale, soi-disant pour renforcer le pouvoir financier de l'hôpital. C'est ce qu'a dit un gestionnaire à un médecin qui se plaignait. Sinon, qu'il pouvait aller voir ailleurs. Et là, je vais y venir, et bien, il manque un petit bout. Ça a disparu. Il faut donner une autonomie relative budgétaire aux unités hospitalières en accord avec leur administration. Et là, je vais venir à ce qu'on appelle le modèle hospitalier valenciennois. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est le directeur général Rodolphe Bourré qui dit cela. Nous voudrions montrer que, comme souvent en France, on a peut-être choisi le pire système, ne gardant que la centralisation, le pouvoir des bureaux, au détriment de l'esprit du service public et ne retenant de la gestion privée que la stricte contrainte financière au détriment de l'autonomie et de la responsabilité. J'ajouterai citoyenne. Nous affirmons qu'il est tout à fait possible d'utiliser le cadre institutionnel existant pour évoluer vers une gouvernance partagée qui donne aux professionnels, médecins et soignants l'autonomie décisionnelle indispensable à la bonne exécution de leur mission, sans être obligés d'engager une énième réforme sanitaire. Rodolphe Bourré. Rodolphe Bourré, c'est le directeur actuel de l'hôpital de Valenciennes. C'est le deuxième directeur. Et ils ont mis en place un modèle un peu particulier. Ils se sont dit, bon, on peut gérer du dessus, on reçoit une enveloppe de l'État, et puis ensuite on redistribue selon les besoins. Et il dit, ben non, moi je vais redistribuer mon personnel administratif au sein des pôles de santé, chirurgie, infirmiers, même, je dirais, l'entretien. Et chacun gérera son budget. Il y aura... Je vais donc prendre aide administrative qui en général est autour de moi, je vais le remettre à côté d'un médecin et puis d'une autre personne, du personnel soignant ou du personnel tout court. Ça change tout.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, le médecin, qui est une personne de terrain, va pouvoir juger de ce qui lui était indispensable en tant que personnel, outils, hein, on peut pas beaucoup de choses, la table d'opération, scanner, enfin c'est très, très vaste, tout un outillage technique et hautement technique dans l'hôpital que vous devez plus ou moins connaître, avec l'idée qu'on lui donne une enveloppe. Donc on redistribue les enveloppes et à partir de là, il va l'utiliser selon ses besoins. Alors c'est quelque chose qui est né il y a une quinzaine d'années. Bon, la première année c'était un peu difficile, la deuxième année certains pôles ont mieux réussi, ont eu un bénéfice, d'autres ont un petit peu traîné. Ça se rediscutait dans le comité d'entreprise générale, on redistribuait un peu et au bout de 15 ans, tous les pôles sont devenus bénéficiaires. C'est-à-dire que de faire confiance au personnel médical, en lui adjoignant les moyens de pouvoir simplement soigner ses patients au mieux, avec la plus haute technicité possible et le meilleur soin possible, eh bien, on a rendu cet hôpital bénéficiaire. On a même créé des pôles techniques supplémentaires qui ont été, notamment la chirurgie de la main, d'autres, ça a été autour des scanners et autres. Mais c'est une possibilité. Alors, dans un contexte général, où tout le monde, comme vous le savez, se plaint de la situation épouvantable dans laquelle nous sommes, et c'est devenu le modèle. Alors, ce modèle a été discuté au Sénat, comme beaucoup de choses. Il y a un livre un peu technique, je ne vais pas vous le présenter, mais je me suis pris la peine, qui était destiné au personnel de soignants comme moyen. Alors, au niveau au-dessus, bien sûr, il faut changer le système économique tel que nous le vivons. Il faut donner aussi un contexte de paix. Mais c'est pour vous montrer tout simplement que lorsqu'il y a une décision, même de ce qui vous paraît des personnes qui sont, avant qu'on parle d'administration, gestionnaire, financier, libéral, ils vous paraissent horribles, eh bien, il peut y avoir ce genre de changement. Donc, voilà, c'est absolument important. Et Monsieur Rodolphe Bourré, qui est donc le directeur général actuel, dit ben voilà, c'est magnifique. Maintenant, il faudrait peut-être que l'hôpital travaille réellement avec le médico-social, c'est-à-dire avec ce qui est le terrain, ce qui est la ville. Là aussi, c'est d'une autre complexité, mais c'est intéressant. Ça veut dire que vous auriez à nouveau, ce qui est une tradition française, un hôpital du juste soin pour tous. Et je me tourne vers le médico-social parce qu'il y a une autre initiative citoyenne que je trouve très intéressante et qui montre qu'on peut faire beaucoup, même dans le contexte actuel. C'est que ça s'appelle la case de santé de Toulouse. Très peu connu. Je l'ai découvert à travers mes lectures c'est assez étonnant. Parce que vous avez habituellement, et ça a été créé il y a quelques années, beaucoup de maisons de santé, de centres de santé, c'est-à-dire qu'on a décidé d'ouvrir vers la ville un moyen qui soit autre que d'aller voir tout simplement son médecin libéral. Et souvent, l'idée, ça a été de aussi amener un peu la santé au juste prix, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, pour être plus clair. Parfois justifié, parfois assez injustifié. Cela dépend qui. Donc, parmi ces maisons de santé, elles n'accueillent pas, en général, elle est laissée pour compte, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'assurance santé, tout simplement, qui ne sont pas inscrits à la caisse d'assurance maladie et qui ont souvent peur de faire la démarche parce qu'ils sont à la rue, parce qu'ils sont exilés, parce qu'ils ont une vie difficile, pour diverses raisons que tout le monde peut bien deviner. Donc, à Toulouse, des médecins et, je dirais, des associations d'usagers et de soignants se sont mis ensemble et ont créé une maison communautaire où l'on puisse accueillir tout le monde. Et ils ont adjoint, c'est en 2006 que c'est arrivé cela, et ils ont adjoint à cela des gens qui ont été des intermédiaires. C'est quand vous avez affaire à des personnes qui sont dans la rue,
qui ont des problèmes. C'est très difficile. En plus, parfois qu'ils ne parlent pas français ou qui sont incapables de remplir un formulaire ou qui en ont tout simplement peur. Parce que l'administration, à un moment donné, vous paraît terrifiante quand vous êtes dans une situation difficile. Eh bien, ils ont mis ensemble des personnes très diversifiées. Actuellement, cette maison communautaire comprend 5 médecins généralistes, 2 psychologues, on en a besoin pour ces gens-là, une sage-femme, 4 assistants sociaux, 6 médiateurs. Alors, les médiateurs sont souvent issus du milieu qu'aujourd'hui ils accueillent, la rue, l'exil ou autre, et puis je dirais des internes qui viennent apprendre aussi, des internes en médecine, et voilà. Donc c'est, je dirais, quelque chose qui, malgré une situation de crise, fonctionne. Actuellement, il y a 3200 usagers cette année là, qui fréquentent. Alors pourquoi je mets ces gens-là de l'avant? Ce que je veux montrer, c'est que, quelle que soit la situation, vous pouvez mettre la suite, s'il vous plaît, et on va terminer là-dessus. Vous pouvez le lire, c'est la case santé. Voilà. C'est que, dans un premier temps, il faut reconsidérer le rôle de l'État longtemps vu pour ce qui touche au corps, à la santé, à l'hygiène et à la prévention, comme un lieu central de la formulation des règles et de la mise en œuvre de l'action, qui ne suppose donc pas de postuler l'inconstance du pouvoir central tant qu'il en conserve les attributs, déléguant une partie de ses prérogatives sans en perdre la maîtrise. Ça veut dire que chaque citoyen, aujourd'hui, doit prendre conscience qu'il peut agir dans un temps de crise, même si cela semble difficile, que c'est possible et que c'est possible à tous les niveaux. J'ai pris cet exemple santé, il y en a d'autres. Voilà, je vous engage à donner plus de votre temps et puis avec nous. Merci Agnès. Monsieur Cheminade, on vous attend. Oui, je ne voulais pas laisser passer cet après-midi sans dire un mot sur l'agriculture. Parce que l'agriculture n'est pas une chose en soi, c'est le fondement de tout. Il y a une certaine idée assez simple qu'on tend à oublier aujourd'hui, c'est que sans manger, on ne vit pas. Alors, ça touche à tous les domaines. D'abord, les ressources essentielles. L'eau. C'est le grand problème de l'eau dans le monde. Alors, il y a l'eau perdue. Vous savez qu'à New York, 60-70% de l'eau est perdue, avec des canalisations qui datent du début du XXe siècle. Ici, on est à 20-30%, c'est quand même beaucoup. C'est la bétonisation des sols qui fait couler les eaux n'importe comment et qui peut causer des catastrophes naturelles. Et c'est les réactions que l'on peut avoir. Nous avons Veolia, qui est une société qui peut transformer de l'eau polluée en eau potable, qui peut le faire mais ce n'est pas très rentable, donc ils ne le font pas. C'est là qu'il faut faire intervenir un critère humain au-dessus de celui de la rentabilité. Et enfin, il y a la transformation de la production de maïs, qui demande beaucoup d'eau, en sorgho, il faut l'étudier de plus près, pour l'alimentation du bétail. Donc, ressources naturelles. Ensuite, relations sociales. Parce qu'il y a les fameux circuits courts qu'on doit mettre en place, mais qui ne sont pas suffisants. Donc, il y a quelque chose à mettre en place qui est le même intérêt du producteur et du consommateur. Donc, faire un lien agriculteur, industriel, distributeur et consommateur, qui forment un tout. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait est systématiquement à l'encontre de l'agriculteur. Vous savez qu'il y a entre 1 ou 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours en France et que l'âge des agriculteurs, c'est environ 55 ans. Donc je voulais vous sensibiliser à cette situation vis-à-vis de laquelle il faut absolument changer notre façon de faire. Ensuite, il y a l'économie mondiale. Alors l'économie mondiale, vous l'avez vu, est venue une véritable dictature financière. Et vous avez, par exemple, je veux simplement vous mentionner le cycle vicieux du soja. Produire du soja, c'est bien, hein,
les bêtes en ont besoin. Mais le cercle vicieux du soja, c'est les gens qu'on lance dans la forêt amazonienne pour défricher une partie de la forêt n'importe comment, avec un critère financier immédiat de rapport. Ensuite, ils font du soja, ils font des tourteaux de soja. Les tourteaux de soja voyagent jusqu'à un port brésilien. Ensuite, ils voyagent jusqu'en France. Ensuite, il y a des distributeurs. Ensuite, il y a l'agriculteur qui le donne à ses bêtes. C'est une véritable folie. Moi, j'avais vu ces folies lorsque j'avais vu qu'on vendait des fleurs dans les rues de Paris venues du Kenya ou du Pérou. Donc là, évidemment, les écologistes ont un point, mais pas parce que l'agriculteur est pollueur ou prédateur, mais parce que l'agriculteur est mis dans une situation où il ne peut survivre qu'en devenant cela. Donc c'est ceux qui le mettent dans cette situation qu'il faut combattre et éliminer. Et ça pose toute cette question de la dictature financière. Ensuite, il y a nature et culture. Et on oppose les deux. C'est tous les thèmes écologistes. Eh bien, la nature, il ne faut pas l'abandonner. Si on l'abandonne, c'est la jungle, c'est le désert. Mais la nature, il ne faut pas non plus la violer. C'est le pillage, on l'a vu, et c'est aussi quelque chose qui est très frappant aujourd'hui dans tout le réseau de fonctionnement du monde, c'est le saccage du silence auquel nous avons droit. C'est une chose qui demande à être bien davantage réfléchie. Ensuite, il y a la question de ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est retrouver l'idée d'un homme vraiment créateur. Créateur parce qu'il mesure aussi la conséquence de ses actes. Et il voit ce qu'il a produit et ce que ça fait. Et dans ce sens, dans le monde, nous avons besoin de doubler la production agricole si nous voulons faire face à ce qui doit s'accroître pour permettre un avenir de la population dans le monde d'ici 2050. Alors actuellement, on n'est pas dans la vitesse pour la doubler. Il y a des pays qui périssent, au Yémen, en Syrie ou ailleurs. Ensuite, il y a la question de la distribution et du stockage. Il faut des chaînes de froid dans les pays africains. 40 à 60% de ce qui est produit dans l'agriculture est perdu. Donc il faut des chaînes de froid. Il faut aussi la possibilité, comme on le fait d'ailleurs dans des pays comme Israël, d'irradiation des fruits et légumes pour qu'ils se conservent. Il faut la protection contre les rongeurs qui détruisent 30% au moins de la production en Afrique. Il faut le transport, tous les moyens de transport. Là, on perd encore 20%. Donc, il y a une pensée d'ensemble qu'il faut avoir par rapport à cela. Et aussi, il faut bien voir chez nous qu'il y a toute la question des déchets et la question de comment l'alimentation... Alors, il y a des tas de fantaisistes et des tas de charlatans qui prolifèrent sur ça, mais il y a une question de l'alimentation à revoir et il faudrait avoir une véritable autorité de la nutrition. Alors, pour finir, je dirais que en France, chez nous, la priorité absolue doit être donnée à ce dont je parlais au départ, le manger, pas la transition écologique. Oui, il faut prendre en compte l'écologie, bien sûr, au sens vrai du terme, mais pas faire passer cette transition avant le manger. C'est une folie. Et c'est une folie dans laquelle on s'est engagé dans l'Union européenne. La folle du logis, je veux dire Ursula von der Leyen, est inépuisable sur cette question, autant que sur la guerre, autant que sur toutes les autres choses. Donc il faut rétablir des circuits qui nous permettent de mettre le manger en priorité. Une réelle production. Et pour cela, je pense, il y a une priorité en France, je voudrais conclure sur ça, de créer un fonds national de la réelle transition agricole, qui est de trouver les moyens financiers pour la recherche et le développement d'innovation dans l'agriculture au service d'une agriculture plus performante.
Je crois qu'il était nécessaire de dire ces quelques mots aujourd'hui pour qu'on ait un sens de ce qui se passe par rapport à quelque chose qui est absolument essentiel et qui touche à tout comme fondement de notre société. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on est presque dans les temps, hein. Donc, on va pouvoir prendre une série de questions. Alors, les sujets sont vastes, hein, éducation, santé, agriculture. On va essayer de prendre au moins une question, peut-être par sujet, déjà pour commencer. Donc, voilà, pour ceux qui ont... S'il y a des questions dans la salle, on les prend maintenant. Là, il y a une question, ici. Merci d'abord pour ces panels très pointus. C'est une question suite à ce que Christophe a présenté. En fait, quand tu as expliqué ce que tu as vécu dans l'école, j'ai reconnu mon entreprise. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les hausses de salaire sont individualisées et pas collectives. Il n'y a plus d'augmentation individuelle. C'est par rapport au mérite que le salarié arrive à montrer, et que dans tous les cas, c'est par exemple aujourd'hui on est presque à une inflation, on va dire à 10%, jamais il y aura d'augmentation collective. Donc ceux qui travailleront ou leur travail sera reconnu comme étant bon pour l'entreprise seront récompensés. Alors que dans l'école, ce que tu dis, c'est que tout est fait pour l'élève en fonction d'un but d'employabilité. Dans l'entreprise, tout est fait pour le salarié s'il répond aux critères de l'entreprise et à la vision. Donc ça, c'était... je voulais partager ça parce que ça m'a choqué. Et en fait, le salarié, dans ce cadre-là, il essaie de faire mieux et il ne va pas compter ses heures. Et comme tu dis, la santé mentale, ça, dans l'entreprise, c'est le burn-out qui peut arriver. Et moi, je suis représentant du personnel, et dans ce cadre-là, il y a des salariés qui viennent me voir pour dire attention, je sens que je suis à la limite. Donc moi, je leur dis protège-toi. Mais si ce salarié voit son manager, le manager dit oui, c'est bon, continue. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Et donc, comment faire pour que les enfants, ou plus tard les salariés, développent leur esprit critique ? Puisque dans un cadre où c'est l'argent, le critère financier et comptable qui dirige l'entreprise, comment faire pour qu'on ait une entreprise humaine et une école humaine ? C'est bon. La clé de ça, vous m'entendez ? Oui. La clé de ça, je pense, c'est le défi qui nous est lancé, c'est l'excellence pour tous. Donc, pas uniquement pour les meilleurs. Ça veut dire, parce que Odile parlait de la massification de l'éducation en France, effectivement, il y a 70 ans, il y avait 11% des gens qui avaient leur bac. Aujourd'hui, c'est 95% de réussite. Mais non, de gens qui ont leur bac, c'est moins, mais c'est 60-70%, je crois. Bon. Donc, comment conserver l'excellence avec la massification? C'est comme pour la nourriture. Comment est-ce que tout le monde peut manger bien? Et ça, c'est un vrai défi pour tout le monde. Et donc, ça implique un changement total de point de vue, de façon à ce que tout le monde en marque. Et aujourd'hui, le cœur du système, c'est dire qu'il y en a 5, 10, certains disent 20% qui embarquent, les autres, ils suivront, peu importe. De toute façon, il y a les ordinateurs qui vont faire le boulot. Et donc ça implique nécessairement, il n'y a pas de solution simple, parce que l'école, elle est dans le monde. Et elle implique ce que disait Jacques ce matin par ailleurs, c'est-à-dire de renverser les tables et de revenir, les nations étant le berceau des souverainetés. Toute la question, c'est qu'elles réinvestissent leur souveraineté. Parce que tous les projets dont on parle, aussi bien dans l'entreprise, cette employabilité, que dans l'école, c'est des projets qui ne sont pas français ou américains. C'est des projets qui sont globaux et qui concernent tous les pays. Le programme de l'OCDE s'adresse à tous les pays, y compris
y compris à l'Inde et aux autres. C'est ça qui est traître. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les BRICS, l'Inde, etc., essayent de s'écarter de ça, mais elles sont prises, par exemple, dans le domaine de l'éducation, par tout ce que fait l'OCDE. Hein. Et donc, ça passe par une société qui accueille chaque nouveau-né et est prête à l'emmener au meilleur. Voilà. Après, chacun fait par rapport à ses capacités aussi. Il ne s'agit pas d'être tous merveilleux. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de croissance, de développement économique pour que chacun puisse trouver sa place. Dans la mesure où il y a une crise, il va y avoir un tri. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution simple en tant que telle, parce que l'école fait partie de la société. Et donc, les solutions, l'école, elle changera si on change tout le reste par ailleurs aussi. Merci beaucoup, Christophe. On va prendre une deuxième question. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous n'avez pas évoqué le problème de la santé, de la qualité de la santé et du bien manger. Et vous n'avez pas évoqué le problème de la malbouffe. Monsieur Cheminade, vous parliez tout à l'heure qu'il fallait réaugmenter la production agricole. Ce n'est pas le constat qu'a fait l'ancien ministre Edgar Pisani, qui a dit qu'il avait fait erreur en créant une monoculture, en créant des fermes de 500 hectares, alors qu'il aurait fallu créer 10 fermes de 50 hectares pour faire ce qu'on appelle l'agroécologie. Hein. Vous n'avez pas évoqué aussi le problème de l'obésité, qui est un problème de santé publique majeur. Tous les partis en sont conscients, hein, notamment au Rassemblement national, il y a Hervé Juvin qui traite de ce problème. Donc, il convient de revoir, de faire une réforme alimentaire quant à non pas consommer et consommer, surconsommer les aliments ou surconsommer des actes médicaux, comme qui fait qu'on nous promet, on nous promet des vaccinations pour nous soigner. Hein. La santé ne s'acquiert pas par un système technique industriel, c'est-à-dire une vaccination tous les 3-4 mois, comme récemment avec le Covid. Donc je pense qu'il faudrait axer notre action, par exemple Solidarité et Progrès, une action militante par exemple, aller faire des distributions de tracts à l'entrée des cabinets médicaux, des centres de santé, pour dénoncer la perpétuation des actes de prévention avec les masques qui sont obligatoires toujours dans les cabinets médicaux, etc. Dénoncer le mythe qui est entretenu actuellement de la prévention du SARS-CoV-2 par les masques et par la vaccination et par maintenant la variole du singe qui arrive. Bon. D'accord, merci. Voilà. Merci. Ce n'était pas une question, mais c'était... Oui, c'était une remarque. On va faire réagir peut-être Agnès sur la question peut-être au niveau de la santé publique et peut-être Jacques sur la question de la production alimentaire. Oui, alors je voudrais évoquer un ami qui est à moi, que je connais depuis un certain moment, qui se nomme Renaud Piarou. Renaud Piarou est quelqu'un qui est un épidémiologiste de terrain, qui travaille énormément en Afrique, et il y a un livre qui est sorti de lui il y a très peu de temps sur l'épidémie de choléra en Haïti. C'est une épidémie qui durait depuis une dizaine d'années. Et il a été délégué pour essayer d'en trouver la source. Ça, c'est une de ses spécialités, c'est de savoir d'où viennent les choses et ensuite de l'arrêter. Alors, ce monsieur a fait deux choses en même temps. Un, il a cherché la source. Il s'est aperçu qu'un camp militaire de l'ONU s'était installé, je dirais, un peu plus haut sur les monts, à côté d'une rivière, et que les déjections, ils n'avaient pas fait beaucoup d'efforts sur le sanitaire, toutes les déjections allaient dans la rivière, et en analysant l'eau, il s'est aperçu qu'il y avait du choléra. Or, ce corps de l'ONU venait d'Asie,
et a amené le choléra. Le choléra n'est pas endémique en Haïti. Précédemment, il n'y avait pas d'épidémie. C'est bien arrivé par ce corps militaire. Alors, comme c'est un monsieur très têtu, il s'est adressé à l'ONU et l'ONU refusait d'enquêter. Il a été jusqu'au bout de ce qu'il avait à faire. Il a obligé l'ONU à avouer que c'est ces soldats qui avaient contaminé Haïti à partir de ces eaux usées. Ça a été compliqué. La deuxième chose qu'il a fait en parallèle, c'est qu'il a dit « je ne peux rien faire sans l'approbation de la population ». J'ai affaire à une population qui n'a pas l'eau courante, j'ai affaire à une population qui ne connaît pas un système de santé très performant. On ne court pas à l'hôpital puisqu'il n'y a pas forcément tous les hôpitaux qu'il faut. Donc, je vais déléguer des équipes qui, sans forcer quiconque, simplement vont éduquer la population. Éduquer à la prophylaxie, à l'hygiène, pourquoi il faut mettre de l'eau de javel dans l'eau, pourquoi il faut faire bouillir l'eau, et ainsi de suite. Et je ne force personne, mais je vais leur montrer le bénéfice. Et il y a quelques personnes qui étaient réticentes, parce que la coutume, parce que ceci, cela, il y a un petit peu de, je dirais, de mysticisme, de la réticence, souvent, même dans nos pays. Mais il a réussi. Et le camp militaire a trouvé d'autres moyens de se débarrasser de ces déjections que de les jeter dans l'eau du fleuve, de la rivière qui passait par là. Et de deux, il a stoppé l'épidémie de choléra. C'est un exemple important parce que je pense que c'est comme cela que l'on doit penser la santé. Alors, début 2020, fort d'une expérience et puis de son réseau international je dirais de militants, de bénévoles, de médecins qui travaillent sur le terrain épidémiologique en Afrique ou dans d'autres pays, il est allé voir le gouvernement français. C'était début mars 2020, avant les élections. Et il leur a dit, écoutez, voilà, ce que je propose, c'est que l'on envoie des équipes rencontrer la population pour leur expliquer ce qu'est cette épidémie, pour leur dire ce qu'il faut faire, quels sont les moyens d'hygiène, quels sont les moyens prophylactiques. Le gouvernement a dit oui, monsieur Emmanuel Macron, qui est toujours d'accord avec tout le monde, a dit oui. Mais il y avait une élection qui avait lieu mi-mars, et Emmanuel Macron a concerté tous les partis politiques. Et il fallait faire cette élection. Il fallait absolument, parce qu'on ne pouvait pas perdre nos électeurs, vous comprenez. Donc on est allé à l'encontre même, je dirais, de ce qu'il fallait faire lorsqu'il y a épidémie, que l'on aurait pu, je dirais, freiner, peut-être pas complètement arrêter, mais freiner. Si on a fait cette élection. Le résultat, la contamination a eu lieu. Et puis, à partir des bureaux de vote, même les députés ont été contaminés, les assesseurs. C'est les élections municipales, hein, c'est ça? Oui, c'était les élections municipales de mars de 2015. 2020, pardon, de mars 2020. Et M. Piarou, sa bonne idée, c'est devenu simplement un coup de fil bureaucratique à partir de la sécurité sociale qui déjà est débordée. Il n'avait pas besoin qu'on lui en rajoute pour savoir si vous étiez contaminé ou pas, avec un petit coup de fil qui vous disait ce que vous deviez faire à la maison. C'est-à-dire que, voilà, la décision est toujours politique et elle va toujours à l'encontre du bon sens. C'est important de repenser ça quand l'on parle des événements qui sont passés là. Merci Agnès. Jacques Sioret. Oui, dans l'agriculture comme dans tout le reste, il faut tout remettre à plat. C'est le défi d'aujourd'hui. Alors j'ai parlé d'une agence nationale de la nutrition pour regrouper toutes les réflexions qui peuvent être là-dessus. Mais en disant bien, c'est se moquer du monde lorsqu'on vous dit il faut manger 5 légumes et fruits par jour, c'est se moquer du monde. Alors que le prix de ces fruits et de ces légumes augmente de 10% par an. Alors que, moi je vois pour les tomates ou pour mon fruit favori, parce que je suis un peu méridional, l'abricot,
Ou les poires. Les poires, c'est un scandale. Celui qui produit des poires ne peut plus continuer à produire parce que ce n'est pas assez rentable. Il doit couper ses poiriers, il l'a fait, beaucoup l'ont fait, alors que le prix des poires sur les marchés augmente de 10%. On est dans l'opposé même du bon sens économique. Et ensuite, j'ai bien parlé de ce Fonds national de la transition agricole qui doit permettre dans tous les domaines comment produire mieux, depuis la permaculture jusqu'à des exploitations de type industriel, et y réfléchir et choisir comment on pourra, dans une vision d'ensemble de la France et de l'Europe, comment on pourra faire pour le mieux. Donc c'est une réflexion globale qu'il faut pratiquer, mais ce serait une illusion de penser que c'est une chose en soi si on ne lève pas la contrainte financière, si on ne combat pas la dictature financière, ça ne pourra pas marcher. Merci Jacques. Il y avait une question, je crois, sur l'éducation de Chérine. Merci. Bonjour. Alors, pour revenir sur la question de l'éducation, j'ai rencontré une jeune prof d'art plastique il n'y a pas très longtemps qui m'a parlé de comment on lui imposait de falsifier les notes, comment un 1 sur 20 devient un 10 sur 20 et du coup, par conséquence, tout le reste est complètement falsifié. Ce qui veut hautement aussi expliquer la hausse des résultats aux examens, pourquoi plus de gens qu'avant obtiennent le bac. Et donc, ça faisait écho un petit peu à ce que moi j'ai vécu quand j'étais au lycée, où j'avais des fois des bonnes notes et je me disais, bon, j'ai rien fait, et je me sentais un peu l'imposteur parce que les autres autour de moi pouvaient venir me voir, me dire, bah, comment t'as fait, est-ce que tu peux nous aider, etc. Et moi je dis, bah, je sais pas, en fait, normalement j'ai planté, mais... Et en même temps, je ne pouvais pas non plus me tourner vers le prof, parce que s'il m'a donné une bonne note et que moi je ne croyais pas, voilà, je ne savais pas ni les autres élèves aller les voir, ni les enseignants. Donc pour le coup, c'était un examen de lettres, et bon, je ne voulais pas faire des lettres, donc j'ai laissé tomber. Mais disons, ce qu'elle m'a témoigné, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que visiblement, ce n'était pas du tout quelque chose d'anodin, de rare, mais c'était vraiment un mécanisme institutionnalisé, que tout le monde pratique et oblige les nouveaux collègues, les jeunes collègues à mettre en place. Donc je ne sais pas si vous pouvez en dire plus, à quel point c'est grave, et s'il y a des volontés de résistance, de faire des grèves de la falsification. Oui, c'est... Non, ça marche. Oui, alors effectivement, c'est un point qui est quand même assez important. D'une part parce que oui, il y a des directives qui sont clairement passées aux profs d'améliorer les notes. Ça, c'est clair. Il y a eu également, c'était, je ne sais plus si c'était l'an dernier ou l'an d'avant, je ne me souviens plus. En tout cas, il y a des profs qui ont décidé, enfin, qui ont essayé d'aller contre cela, enfin, qui se sont émus de la chose. Et puis, bon, bah, finalement, ça a fait long feu, parce que je pense qu'il y a aussi une vraie démotivation, un vrai découragement chez les professeurs. Ça, c'est clair. Et je dois dire, si on pensait en termes de mesures, bon, je me posais la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre, si on doit commencer à refonder le système scolaire pour que l'école marche de nouveau, que vraiment les enfants aillent à l'école, qu'ils apprennent des choses, etc., etc. Parce que, soit dit en passant, je fais juste une petite parenthèse, mais avec la destruction de l'école publique à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que bien évidemment, toutes les familles qui veulent que leurs enfants réussissent les mettent dans l'école privée, n'est-ce pas? Donc, de facto, alors qu'on nous bassine partout avec l'égalité des chances à l'école, etc., etc., l'école de l'égalité, etc., etc., le système organise lui-même un clivage entre les familles qui peuvent, qui ont l'argent pour mettre leurs enfants dans le privé, parce que là, ils savent que ça se passera bien, ou alors les gens qui se saignent aux 4 veines pour ça, ou alors les gens qui donnent des cours de rattrapage, voilà, et qui dépensent beaucoup d'argent pour ça, avec les déductions fiscales pour ça, c'est-à-dire quand même que les contribuables payent quand même 2 fois.
ils payent pour l'enseignement à l'école, puis après, ils payent pour les cours de rattrapage qui ont des ristournes fiscales. Donc, c'est quand même assez scandaleux comme truc. Et en plus, donc, on a une école à 2 vitesses. Mais donc, je me posais la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je dois dire que j'allais dire symboliquement, mais ce n'est pas du tout symbolique en réalité. Je pense que la première chose à faire, ce serait justement de interdire absolument cette falsification des notes. Pour les professeurs comme pour les élèves, parce que c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on organise en fait le résultat de l'école sur la base d'un mensonge. Tout le monde le sait, et on fait semblant en plus. Et c'est désastreux. C'est désastreux pour les enfants parce qu'on se moque d'eux, parce qu'ils le savent. Et les enfants, il y a eu des choses qui sont sorties là-dessus, dans lesquelles effectivement les élèves eux-mêmes disent bah oui, bah finalement les profs ils sont pas assez sévères. Ils sont conscients de ça. Je veux dire, les enfants, ils sont ce que dit très bien Herbart montre comment un petit enfant, il se voit pas comme un enfant. Lui, il se voit comme un adulte. Il se projette déjà comme un adulte. Donc il a un instinct, en quelque sorte, quand on est en train de le tromper. Donc là, quand même, on est en train de tromper, depuis un certain temps, toutes des générations d'enfants, dont certains, ils étaient enfants il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, ils sont déjà des adolescents, sont peut-être déjà des adultes. Et demain, ces gens-là vont être... voilà, c'est eux qui vont être en charge de la société. Donc, c'est très, très grave. Et pour les professeurs, c'est très, très grave, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus décourageant si vous passez votre vie à vraiment, vous mettez votre cœur à faire en sorte que les enfants apprennent, que vous dépensiez des trésors d'inventivité pour trouver les pédagogies qui vont permettre aux enfants de progresser, pour, au bout du compte, qu'on soit en train de mentir sur l'accomplissement de ces enfants. Et c'est grave parce qu'en plus, non seulement c'est le mensonge, mais en plus, ça ne laisse pas la possibilité de se corriger. Parce que quand vous avez une mauvaise note, mais après, je ne veux pas entrer dans la discussion sur est-ce que les notes c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Bon, le système, il est fait comme ça. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, si vous avez une bonne note, vous avez toutes les raisons de croire, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous dites oh ouais, c'est bien, c'est bon, hein, c'est bon, je suis à l'aise, je n'ai pas à me casser la tête. Donc, vous encouragez en plus la paresse intellectuelle. Par ailleurs, mais surtout ce que vous faites, c'est que pour les enfants qui auraient la possibilité, s'ils étaient confrontés avec leur manque, qui ne vient pas d'eux-mêmes la plupart du temps d'ailleurs, s'ils étaient confrontés avec leur manque, ils auraient la possibilité de travailler, de se dire ok, ou les parents diraient ok, il faut que tu te reprennes, il faut, voilà, là c'est le moment de prendre les choses au sérieux. Et là, on ne donne même pas cette possibilité. Donc, effectivement, c'est quelque chose de parfaitement scandaleux. Et une réforme de l'école, je pense, devrait commencer notamment par ça. Et voilà, en particulier. Je ne sais pas, Christophe, si toi, tu as des choses à... Merci. Ouais. Merci. Oui, il y a beaucoup de questions, en fait, et on a peu de temps, donc on va quand même essayer de les prendre. J'en vois 3. On va prendre très vite les 3 questions, et on va essayer de répondre très vite pour pouvoir enchaîner après avec la deuxième partie de l'après-midi. Madame, on vous écoute. Oui, c'est juste à propos des notes du bac. Alors, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Dans le milieu des années 80, j'étais jury de bac. Réunion, le recteur dit « Cette année, comme les années précédentes, mesdames, messieurs les professeurs, c'est très simple. C'est plus ou moins 5% des résultats par rapport à l'année d'avant. Point final. » Et toutes les notes sont trafiquées uniquement pour des statistiques. Donc, ce n'est pas nouveau. Alors que 30 ans ou 40 ans après, ça existe, je suis étonnée que le système n'ait déjà pas explosé. Parce que ça, il y a une volonté de nuire, mais qui est bien plus vieille que ce qui se passe en ce moment. Il ne faut pas rêver. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est juste un constat. Très bien. Merci pour cette intervention. Ça s'appelle... Ah oui. Merci. Ah oui, il y en avait 2 là, donc très vite, Étienne, vas-y. Petit constat aussi vraiment révoltant. Il y a 2 jours, c'était la journée internationale pour la liberté de l'instruction.
Et le gouvernement français, là, pour cette rentrée scolaire, vient d'interdire ce qui s'appelait l'instruction en famille. Autrement dit, l'école à la maison, qui concerne 75 000 familles. C'était un droit. Jusqu'à présent, c'était juste une déclaration à faire à l'académie que la famille faisait l'éducation par elle-même de son enfant. C'était un droit constitutionnel. C'est fini. Voilà, 75 000 familles. Et là, du coup, 80% d'entre elles essuient un refus de l'académie de garder l'enfant de faire l'instruction par eux-mêmes. Donc voilà, 75 000 familles s'apprêtent à rentrer en désobéissance civile. Il y a des manifestations devant les tribunaux et je vous laisse imaginer Bon, quand on parle d'école à deux vitesses, les riches, voilà, les pauvres qui ont une idée alternative ne peuvent plus le faire. Merci Étienne. On va prendre la question de madame. Vous pourrez réagir à ce qu'a dit après si vous voulez. Mais on va prendre les 2 dernières questions. Oui, moi j'avais juste une question sur la formation des enseignants, parce qu'on voit bien là avec la rentrée qu'il y a eu, on manque beaucoup d'enseignants, on prend des contractuels qui sont sous-payés et sous-formés, et pour ceux qui vont jusqu'au bout, le concours est maintenant à la fin de la 2e année de master, alors qu'avant il était à la fin de la 1re année de master. Donc moi je me demandais juste, dans votre programme politique, est-ce que sur la formation des enseignants, vous aviez pensé à des changements dans la façon dont on forme les enseignants, parce qu'on dit que le niveau des élèves baisse, mais je crois que le niveau des enseignants qui arrivent, il n'est pas mirobolant non plus. Voilà, merci. Merci. Et donc, dernière question pour Monsieur Voilmin. Une réflexion, mais vas-y, on t'écoute. On t'écoute, on verra s'ils veulent réagir. Une expérience, et puis peut-être, monsieur, aussi une question pour Christophe Laverne. Moi, quand j'ai été adjoint au maire à Livry-Gargan, j'étais en charge des nouvelles technologies. Et en 2014, il y avait une mode, il fallait mettre soit des tablettes dans les écoles. Et j'ai été... je suis informaticien de formation. Hein. Moi, j'ai commencé l'informatique il y a plus de 30 ans. Et je me suis dit, là, il ne faut pas les tablettes. Et j'ai eu bonne intuition, parce qu'en 2018, et je vais vous dire pourquoi j'évoque ce monsieur, j'ai dû me battre, j'ai dû prendre son exemple pour me battre au conseil municipal, parce qu'on m'avait mis des bâtons dans les roues par rapport à ce que j'ai voulu imposer, à savoir les tableaux numériques interactifs. C'est ce que j'ai mis en place en 2014. À contrario des tablettes, alors que le premier choix était plutôt les tablettes. Or, M. Boris Cyrulnik, après en 2018, qui a été quand même président des assises de l'éducation nationale, avait fortement averti sur les dangers de ces tablettes pour les jeunes enfants, et aussi, puisque on sait que les cadres de la Silicon Valley, on parlait des écoles privées, envoient, alors qu'ils sont quand même, c'est eux qui produisent cette technologie, envoient leur progéniture dans des écoles où ceux qui ont moins de 12 ans, les tablettes sont interdites. C'est-à-dire qu'ils n'ont que des livres écrits, à papier. Alors bon, on est quand même parti Solidarité et Progrès. Les tableaux numériques interactifs, c'est quand même bien, parce que bon, le Velleda et la craie, c'est bien gentil, mais avoir des animations et puis donner le cours finalement avec un outil vidéo et faire des modélisations en 3 dimensions, c'est quand même plus sympathique. Et donc en 2018, il s'est passé ce qui s'est passé dans la vicissitude politique. Et sans m'en avertir, pouf, au conseil municipal, qu'est-ce que je vois L'adjointe à l'éducation sort les tablettes dans mon dos. Et heureusement qu'il y avait Boris Cyrulnik qui a dit ça, parce que grâce à ce monsieur, j'ai pu dire au conseil, mais regardez, vous êtes fous, il faut plutôt des tableaux. Et malheureusement, en 2020, j'étais plus là, et ils ont mis finalement plein de tablettes. Alors, je voulais savoir, monsieur, depuis 2020, moi j'ai un peu lâché l'affaire, est-ce que l'éducation nationale est revenue sur ses principes et impose des tablettes en primaire ou des tableaux numériques interactifs? Voilà. L'éducation nationale est vaste, et moi je vous en dirai ce que je connais personnellement, et ça rebondit sur la question de la formation. Il y a beaucoup de tableaux, mais il y a peu de profs qui les utilisent. Il est très facile d'avoir tout ce qui est équipement informatique dans l'éducation nationale. Vous faites ça, vous avez 10 écrans, il n'y a aucun problème. L'argent coule, il n'y a aucun problème. On change de matériel. C'est peut-être pas vrai pour tous les collèges et lycées de France, hein, bon. Mais par certains aspects, selon les régions qui financent, il n'y a pas de problème, en Île-de-France notamment. Et à l'école primaire, je ne saurais pas vous dire.
hein, parce que malheureusement, je ne suis pas... en tout cas, ce qui est important, c'est le syndrome de la calculette. À partir du moment où notre ministre de l'époque, M. Allègre, avait dit « ça ne sert à rien d'apprendre à calculer dans la mesure où la tablette le fait », c'est le ministre qui le disait quand même, voilà, il y a eu un renoncement à apprendre les bases, qui est parti avec le structuralisme, avec les maths modernes d'un côté, qui ont été balayées vite fait, et l'écriture globale, la méthode globale de l'autre, qui se sont basés sur un formalisme académique qui ont perdu tous les élèves. Et maintenant, on ne sait plus faire une opération. Même moi je suis en BTS, hein, c'est-à-dire 100 divisé par 2, ils ne savent pas faire. Je suis désolé, hein, mais la moitié de la classe, elle va direct sur la machine à calculer. Donc, voilà, on en est là. Donc, la tablette, le tableau numérique, tout ça, c'est des instruments qui peuvent être tout à fait utiles, je suis entièrement d'accord, mais qu'on revienne à ce qui se passe dans la Silicon Valley, c'est dramatique. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de la formation. Là, effectivement, il y a ce qu'on appelle le PAF à l'école, c'est-à-dire chaque année, l'enseignant s'inscrit à une formation qui l'intéresse, ou une ou plusieurs, hein. Donc ça, c'est pas mal. Le problème que je vois, c'est d'abord, on a fait des efforts, mais on n'est pas encore vraiment au point sur tout ce qui concerne la tenue de classe. Comment mener une classe avec toutes les perturbations qu'il peut y avoir, comment gérer le groupe avec des gens qui pètent les plombs, hein. Moi, j'en ai vu souvent. Ça, je pense que là, il y a un énorme effort à faire. Et puis, par ailleurs, il faut arrêter de laver le cerveau des professeurs, notamment dans le primaire, en leur parlant uniquement des compétences. Et sachez qu'aujourd'hui, le projet pour la maternelle, c'est que très rapidement, les élèves, dès la maternelle, aient acquis les compétences requises. Donc, il ne s'agit plus de jouer, etc. On est sur quelque chose de totalement opératoire. Il faut que tu saches faire. Et ça va avec la calculette. On ne t'apprend pas à calculer. On t'apprend à faire 2, 3 plus 2 égale 25. Hein. Donc, voilà. Qu'on foute la paix aux professeurs avec l'enseignement par compétences. Qu'on revienne aux idées de transmission. Et bien évidemment, il faut des compétences. Bien, à un moment ou à un autre, il va falloir... Et l'enseignement professionnalisant est là pour ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était tout, je crois. Oui, oui, parce qu'on va devoir conclure. Peut-être, soit Odile, tu veux dire un mot, sinon Jacques ou Agnès, si vous voulez dire un mot, sinon on conclut ce... Je veux dire un mot, je c'est que tout le monde s'inscrive d'ores et déjà pour acheter le futur dossier. Le futur dossier. Il y a tout ce qu'il faut à l'entrée. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'entrée pour acheter le dossier qui sortira donc dans combien de temps? Alors, il est en bonne voie. Dans un certain temps, voilà, tout à fait. Après la correction. Pas plus de 2 à 3 semaines. D'accord, oui. En tout cas, on remercie beaucoup Christophe Laverne pour sa participation, Odile, Agnès sur la santé et Jacques, bien sûr, sur la question agricole. On peut les applaudir.